Ce n'était pas seulement le travail des hommes qui rendait ces pays étranges, au levant les fleurs du printemps, au midi les fruits de l'automne, au nord les glaces de l'hiver, et dont chaque objet vous en cache un autre. Tous les désirs trop vifs, on ne sait plus où l'on est. On connaît tous le rat de bibliothèque. Lui sait mieux que quiconque que le rat est inséparable du livre, de la rature, de la littérature. Lorsque nous nous sommes rencontrés, nous étions précisément entourés de livres, de lettres, de manuscrits. C'était à la Fondation Martin Bodmer à Colonie, fondation qu'il dirige depuis un an, lors du vernissage de l'exposition Sade, un athée en amour, une exposition exceptionnelle qu'il faut aller voir jusqu'au 12 avril prochain. Dis-moi, Jacques, qu'est-ce que tu lis ? En effet, comme beaucoup d'amis du livre, je suis un rat de bibliothèque et c'est notamment en étudiant Franz Kafka que j'ai été frappé de l'ambivalence d'un comportement, à la fois des affinités avec le rat et une phobie des rats. J'ai beaucoup pensé à la phrase de Mallarmé, la destruction fut ma Béatrice. On est tous tentés on est tous tentés de trop écrire, de trop parler, et en fait, le rat agit en soustrayant de façon parfois féconde des morceaux de papier, des morceaux de phrases, des morceaux des bouts entiers de livres, et je me suis intéressé à ce motif qui visiblement traversait l'ensemble de la littérature depuis des siècles, le problème du rat bibliophage, du ver bibliophage, le problème de tous ceux qui aident en fait par une inspiration paradoxale à composer le livre et leur apport destructif n'est qu'apparent. Alors je lis beaucoup, je continue à lire Kafka, je continue beaucoup à lire Don Quichotte, par exemple, de Cervantes, mais pendant des années, j'ai été confiné à la littérature du XVIIIe siècle parce que c'est ça que je devais enseigner. Voilà, et tu es spécialiste particulièrement de Rousseau, dont on va parler aujourd'hui. Tu as choisi la Nouvelle Héloïse, Julie, ou la Nouvelle Héloïse pour être plus précise. C'est un best-seller du XVIIIe siècle au XIXe siècle encore. C'est l'histoire d'une passion amoureuse entre Saint-Preux, qui est un jeune précepteur, roturier, et Julie, qui, elle, est son élève noble. Ils vivent un amour fou, mais contrarié un petit peu, notamment par le père de Julie, qui a de la peine à accepter cette relation. Oui, tu as tout à fait raison, c'est le grand best-seller du siècle, ce qui est assez étonnant parce que c'est quand même un roman difficile, c'est un roman qui englobe tout, qui a une prétention de toucher à tous les sujets. Alors que, comme tu viens de le dire, il y a deux moitiés. Première moitié, l'amour-passion du jeune précepteur Saint-Preux pour son élève vaudoise, Julie, parce que c'est un roman profondément ancré dans le terroir, qui se joue entre Vevey et Clarence, à quelques kilomètres de Vevey. Et donc, tout autant que les deux personnages, voilà, on a vraiment le génie du lieu. Et je dirais que le lac Léman, paradoxalement, même si ça n'est pas tout de suite apparent, est le principal personnage. Alors, deux moitiés. Première moitié, l'amour contrarié de Saint-Preux et de Julie. Contrarié par quoi? Par l'obstacle de la volonté d'un père qui ne veut pas entendre parler de cette union. Et puis, seconde moitié, après une césure de 4 ans, où Saint-Preux a essayé, sur l'ordre de Julie, de faire l'amnésie de leur amour, eh bien, seconde moitié, un improbable trio, puisque Saint-Preux vient revivre auprès de Julie, qui entre-temps est mariée à Clarens, et elle vit avec son mari, Volmar, elle a des enfants, et le couple accepte que Saint-Preux, qui était au départ le jeune précepteur de Julie, devienne le précepteur des enfants de Julie. Donc un roman assez étonnant, composé de
163 lettres. C'est un roman épistolaire. C'est bien de le rappeler parce que c'est vrai qu'on ne l'a pas dit encore. Voilà, c'est une chose qui m'a complètement fasciné, que quelqu'un puisse compenser autant de solitude intérieure en offrant une orchestration polyphonique où il met en scène lui-même les voix de très nombreux personnages. Parce que ça n'est pas un roman épistolaire qui montre seulement les lettres de Julie et de Saint-Preux. Il y a toute une orchestration très complexe avec de nombreux autres personnages qui s'écrivent les uns aux autres. Les uns aux autres, c'est tout à fait juste. Tu es fils d'écrivain, d'historien et professeur aussi d'université à Genève. Il y avait sans doute dans la bibliothèque de ton père déjà Rousseau et peut-être la Nouvelle Héloïse. Quand as-tu lu ce roman pour la première fois? Alors, je l'ai lu pour la première fois à l'occasion de mes études à l'Université de Genève, mais tu as tout à fait raison. Mon père avait été chargé par le département d'instruction publique, à l'occasion d'un jubilé Rousseau, de rédiger la brochure distribuée dans les écoles, à la fois à tous les enseignants du secondaire et à tous les élèves. Et il y avait, c'est sûr, Rousseau à la maison. Mais ça n'était pas la Nouvelle Héloïse qui était le texte le plus lu. Pour moi, on sait que Rousseau a tenté de s'exprimer à travers tous les dispositifs possibles. La Nouvelle Héloïse est la tentative par Rousseau d'affronter le genre romanesque. On sait qu'il a fait des dissertations, des discours, des essais. On sait qu'il a recouru à des traités philosophiques. Il a fait un traité d'éducation, il a fait des traités de politique, il a composé beaucoup de musique, il a rédigé un nombre très important d'articles pour l'encyclopédie. Dans cette œuvre précise, il a voulu mettre l'entièreté de ses réflexions, mais tout cela assujetti à une intrigue romanesque. C'est ce qui m'a fasciné. On a vraiment un texte qui joue de contraste entre la découverte de la montagne et la récusation de l'océan qui avait les faveurs du genre romanesque, contraste entre un roman qui est habité par la lecture et la littérature et un roman qui se veut réaliste, c'est-à-dire ancré sur le réel. On a un battement très frappant entre la vie de Rousseau et, oui, il y a des résonances. Tout à fait. Alors, il y a beaucoup de résonances, tu as raison. Il est lui-même au sein d'une petite communauté à Montmorency. Il faut bien rappeler qu'il écrit ce roman sur le lac Léman et sur les rivages du lac Léman, alors qu'il est lui-même dans de grandes forêts au nord de Paris, à Montmorency. Donc là, il recompose, il imagine, il recrée cette histoire. Un imaginaire qui, au fond, l'habite depuis l'enfance. Depuis l'enfance. Donc, au fond, tu n'es pas entré dans la Nouvelle Héloïse, si j'ose dire, parce que tu avais envie de lire une histoire, mais c'est plutôt le personnage Rousseau qui t'a amené, et sa vie, et puis sa philosophie, en tout cas sa pensée, qui t'a amené à lire ce roman. Pourtant, il me semble que c'est un roman qui a une forte valeur émotionnelle. Tu en as dit déjà quelques mots. Est-ce que toi, comme lecteur, là je m'adresse peut-être pas à l'étudiant que tu étais alors quand tu as lu pour la première fois la Nouvelle Héloïse, mais plutôt, j'ai envie de dire, à l'homme, est-ce que toi, tu as été touché par cette forte expression, ou cette forte valeur émotive qu'on trouve dans la Nouvelle Héloïse? Oui, certainement. Tu as tout à fait raison. À 20 ans, ce qui touche encore énormément dans la Nouvelle Héloïse, c'est le fait qu'on puisse transposer aussi fortement soit des carences affectives, soit surtout trouver matière à consolation de déceptions vécues ou de douleurs endurées au niveau de la vie personnelle. Et Jean-Jacques Rousseau, en quelque sorte, plutôt que de s'ouvrir à cette société de Montmorency, Madame d'Épinay, Diderot et tous ces gens autour de lui, va préférer élaborer
une sorte de transposition idéale où il pourrait dire, sous la forme qui lui convient, ce qu'il a à dire. Donc on retrouve beaucoup de choses. L'opposition avec Volmar reflète beaucoup les conflits de Rousseau, qui a un instinct très fort de la religion. Eh bien, les conflits qu'il a avec le parti arrogant dans son athéisme que représentent Diderot, d'Holbach et les matérialistes engagés, et quitte à subir les sarcasmes ensuite de ses anciens amis philosophes, il met en scène de la façon la plus approfondie qu'il peut la difficile union entre une Julie habitée par le sentiment religieux et son mari qui est un athée. Alors, Diderot se détournera de Rousseau et Voltaire, par exemple, se moquera énormément et écrira une parodie absolument sarcastique, Aloysia, où l'idéalisme un peu naïf de Rousseau, à ses yeux, sera tourné en dérision. En fait, c'est très très loin d'être un ouvrage naïf. Et si l'on lit la Nouvelle Héloïse comme on doit le lire, on voit que toutes les contradictions internes sont pensées et sont thématisées. Oui, moi je parlais de cette puissance émotionnelle parce que comme lectrice, peut-être que là c'est aussi en tant que femme que je réagis. On sait que au XVIIIe siècle, il y avait davantage de lectrices que de lecteurs d'ailleurs, et c'est peut-être aussi ce qui a fait le succès de ce roman. C'est ce qui m'a touchée, c'est cette histoire d'amour entre ces deux jeunes personnes, un amour interdit, un amour clandestin, et puis toutes les émotions et tous les sentiments que notamment Saint-Preux parvient à exprimer à travers la nature, à travers le lac, à travers la montagne. Est-ce que toi aussi tu as été sensible à ça? Alors peut-être que tu m'as répondu en évoquant Volmar, mais par rapport au personnage... Tu as tout à fait raison. Le début, les deux moitiés sont complètement asymétriques. On a 119 lettres échangées dans la première moitié, seulement 44 échangées dans la seconde moitié. Et alors que la première moitié est complètement dominée par l'échange épistolaire entre Saint-Preux et Julie, ce sont des lettres denses, courtes, brèves, habitées par la passion. La seconde moitié va tourner plutôt vers de longues dissertations et des discours interminables. Donc on peut dire, on a souvent considéré que Jean-Jacques Rousseau concédait à recourir au genre du roman, mais pour appâter en fait à leur insu un public de lectrices qu'il voulait mener à la lecture de dissertations morales. Parce que c'est vrai que Rousseau a envie d'ouvrir les chemins de la vertu. Si on a cet amour passionné entre ces deux personnages, ces deux jeunes personnages, il est vrai aussi que Julie a très vite des remords. Elle est prise, en tout cas, elle est contrariée entre son amour et puis cette volonté d'être vertueuse et finalement peut-être aussi d'obéir à son père. Tout à fait. Alors il y a d'une part la loi du père et le tabou absolu qu'il pose sur cette union dont il ne veut pas entendre parler à cause du déclassement social, mais il y a aussi à la fin de la première moitié le décès de la mère et Julie intériorise une culpabilité, ce serait parce qu'elle aime Saint-Preux et que sa mère le savait, que sa mère serait peut-être morte de chagrin. Et du coup, il y a une seule lettre dans la Nouvelle Héloïse, la 18e lettre de la 3e partie, qui est une interminable méditation sur la religion de Julie, qui prend la décision de ne plus aimer Saint-Preux qu'au niveau des âmes et de se lobotomiser, pourrait-on dire, au niveau du cœur et de renoncer complètement à lui. Donc, ceci pour la mémoire sans doute de sa mère qui vient de décéder. Oui. Donc écrire un roman exemplaire qui montre le chemin de la vertu, comme je dis. Voilà. Alors évidemment, c'est le schéma qui semble se dessiner. Une première moitié consacrée à évoquer
la passion de l'amour à la fois au sens le plus moderne, c'est-à-dire en adaptant pour le lecteur contemporain dans une intrigue quasi contemporaine, parce que cela se passe à peu près à l'époque où Rousseau écrit, entre 1732 et 1745, l'intrigue, eh bien, les lectrices sauront adhérer à ce langage de la passion qui a les accents de la modernité la plus contemporaine. Mais cet éloge dans la deuxième partie de la vertu n'est qu'apparent, et une lecture plus attentive montre que la victoire que Julie prétend avoir remportée sur la vertu n'est qu'illusoire, puisqu'elle couve de façon secrète une langueur à propos de laquelle le texte fait silence pendant des centaines de pages, mais qui va se matérialiser avec son accident dans le lac Léman. Elle va tomber et peut prendre une sorte de pleurésie qui, en fait, n'est que la matérialisation du fait qu'elle meurt d'avoir tenté de nier cet amour qu'elle pensait avoir vaincu. C'est donc une victoire affichée, mais l'intrigue même montre que la victoire n'est qu'illusoire et que cette vertu est en quelque sorte trop abstraite, trop difficile à conquérir par rapport à la réalité de la vie et au fait qu'on ne peut pas dénier les passions. Ça me permet d'enchaîner sur une autre question, ou sur les images plutôt, que tu nous as apportées, car tu nous as apporté des images de ta bibliothèque. Quels sont les autres romans que l'on trouve dans ta bibliothèque ? Alors, parmi les plus annotés... À côté oui, alors parmi les plus année. annotés, donc pour le XVIIIe siècle, il y aurait Manon Lescaut et Jacques le Fataliste et la religieuse. Pour le XIXe, alors des romans aussi que j'ai lus et relus avec passion et annotés et travaillés, ce serait Le Rouge et le Noir, La Chartreuse de Parme. Des romans classiques. Voilà, Madame Bovary. Du côté du XVIIe siècle, Paul Scarron et Madame de Lafayette, mais également alors du côté de la littérature allemande, les romans de Goethe et les nouvelles de Franz Kafka. Un peu de littérature contemporaine aussi. Oui. Alors, il y a de la littérature contemporaine, on peut dire, par la force des choses. C'est surtout quand je me rends compte qu'il y a des réactions par rapport aux ouvrages que j'aime beaucoup. Par exemple, j'adore quand Borges réagit à Don Quichotte, ou j'adore quand un auteur comme Kundera réécrit du Diderot, ou bien récemment, il y a eu une biographie fictive des confessions parallèles à celle de Jean-Jacques Rousseau, de son frère François Rousseau, qui aurait été miraculeusement retrouvé. Donc c'est souvent dans le caractère réactif de la littérature contemporaine par rapport aux œuvres que je connais très très bien que je trouve le plus de plaisir. Plus de plaisir, oui. Et on évoquait la figure du rat tout à l'heure, donc les manuscrits, les ratures, comme je le disais. Est-ce que tu as un petit peu l'âme du bibliophile? En plus, tu travailles dans une fondation où il y a de magnifiques ouvrages, une collection tout à fait exceptionnelle. Est-ce que tu as ça aussi, cette petite tentation, ou en tout cas... Oui, alors évidemment, il vaut mieux, vu le prix et la valeur des documents qui sont le fond de la Fondation Martin Bodmer, il vaut mieux que je ne fasse pas trop le rat bibliophage au sens propre. Nous montrons dans notre collection permanente un manuscrit étonnant, très ancien, de Cicéron, qui est en partie dévoré par les souris ou les rats. Il y a eu, et là, dans l'exposition Sade que tu viens de mentionner, je veux rappeler que quelques documents ont dû être mis en quarantaine parce qu'on s'est aperçu qu'il s'agit de textes de ces récits de voyage en Italie, de ces descriptions
de lieux qu'il a visités pendant qu'il était dans les années 1772 puis 1775 en Italie, eh bien, certains documents portaient encore des spores actives et des bactéries ou des champignons bibliophages. Donc, il faut faire très attention quand on est au contact des parchemins, des manuscrits, des autographes précieux, de bien considérer l'état, en quelque sorte, oui, j'ai dû apprendre à avoir une hygiène par rapport au maniement de ces documents, bien sûr. Ce qui n'était pas ma culture, parce que comme toi, j'aime les livres de poche. Hein, je suis enchantée, je suis dans un environnement qui me convient, je suis dans un environnement qui m'est familier. Ce que j'adore, c'est prendre un livre de poche partout et de le transporter partout où je vais, et de pouvoir l'annoter, corner les pages, y aller au stabilo boss, etc. C'est tout nouveau pour moi que d'avoir affaire à des documents qu'il ne faut surtout pas altérer, et au contraire, il faut essayer de fixer des états de dégradation pour contrevenir à une détérioration plus grande. On évoque Sade, donc si on évoque Sade, on évoque forcément aussi les lettres et la correspondance amoureuse, ce qui est le cas dans la Nouvelle Héloïse. Quel regard portes-tu sur la dimension écrite justement j'allais dire, de cet amour, sur cette correspondance-là? Alors tu as tout à fait raison de souligner ça. Jean-Jacques Rousseau, dans la Nouvelle Héloïse, avait recouru à la forme épistolaire, c'est-à-dire que tout ce qui est dit est déjà de l'écrit, et donc on est au second degré de l'écriture, puisque les personnages s'écrivent entre eux, et l'auteur, en fait, ne prétend que récolter ses lettres. Alors, il y a ce dialogue amoureux qui est... Exactement. Et d'un autre côté, qui est très intime. Rousseau a produit lui-même une correspondance privée considérable, et parfois, notamment quand il écrit à Sophie d'Oudetot, il y a un doute pour savoir si c'est vraiment privé ou s'il n'est pas en train de faire une œuvre. Alors il en est exactement, il en va de même avec Sade, dans le sens où il y a une très abondante correspondance privée, qui n'est pas du tout destinée à la publication. C'est la correspondance qu'il produit depuis ses différentes prisons, 27 ans de vie carcérale. Eh bien, il écrit sans cesse à sa femme, Renée Pélagie de Montreuil. Et en même temps, Sade sera un des plus perspicaces lecteurs de la Nouvelle Héloïse, puisqu'il va, avec Aline et Valcourt, écrire de son côté un roman épistolaire qui se veut, dans une certaine de ses dimensions, une réponse à Rousseau. Est-ce que tu as déjà eu ou est-ce que tu as rêvé avoir une correspondance amoureuse, même un peu secrète? Oui, alors il y en a, et ça sera réservé peut-être à des époques ultérieures que de découvrir ce qu'il y a dans mes placards secrets, ou plutôt cachés derrière les livres de mes rayons de bibliothèque. Mais tu as tout à fait raison, quand on écrit, on met à distance. Pourquoi écrire? Jean-Jacques Rousseau dit à un moment dans ses confessions, tout le monde s'est moqué dans le petit cercle qu'il fréquentait d'une anecdote. Un amant recevait la visite de sa maîtresse et il l'a prié d'attendre parce qu'il s'est isolé dans le cabinet d'à côté pour lui écrire une lettre. Et Jean-Jacques Rousseau dit « J'étais le seul à rire jaune parce que j'aurais très bien pu être cet amant-là ». Ça arrange en fait Jean-Jacques Rousseau de ne pas pouvoir atteindre les femmes parce qu'il a des déficiences qui font que l'obstacle, au fond, il en a besoin. En tout cas, j'aimerais te remercier de cet entretien. Merci de nous avoir parlé de la Nouvelle Héloïse de Rousseau, que l'on va relire. En regard de Sade, ce qui n'est pas complètement incompatible, on peut rappeler que Sade a aussi été un lecteur de Rousseau, et un bon lecteur de Rousseau. Et d'ailleurs, les poètes italiens, Pétrarque, sont aussi associés et à l'un et à l'autre. Il y a aussi là des résonances qui ne sont pas du tout incompatibles. Tu as tout à fait raison. Un très très grand merci à toi d'avoir donné l'occasion dans le canton de Vaud, près de Vevey et de Clarens, d'évoquer la Nouvelle Héloïse, qui est vraiment, encore une fois, à la fois un roman du terroir et un roman de valeur universelle. Et en effet, qui a
comme lecteur particulièrement perspicace le Marquis de Sade. Oui. Merci infiniment, Jacques. Merci à toi, Sandrine. Merci. Pour poursuivre notre conversation, j'avais envie d'évoquer un peu la langue de Rousseau et sa musicalité. J'ai l'impression qu'il y a dans ce roman-là en particulier une vraie rencontre entre les arts, la langue, je viens de le dire, la musicalité de la langue, et puis ce qu'on oublie peut-être aussi souvent de dire, c'est les gravures auxquelles Rousseau tenait beaucoup. Est-ce que toi, tu as été plus sensible aux gravures, à l'image, ou alors aux mots et à la musique, à leur musique? Tout à fait, tu as tout à fait raison de mentionner cet aspect. On disait la Nouvelle Héloïse est un monde plein qui veut toucher à tout. Eh bien, nous avons également une réflexion de fond sur ce qu'on appelle les sister arts, sur la solidarité des différents arts entre eux. Alors, Jean-Jacques Rousseau est d'abord un musicien, et nous avons un style haletant dans la première moitié de la Nouvelle Héloïse, donc un style adapté au ton de la passion. Nous avons évidemment un style plus apaisé et dissertatif dans la seconde moitié. Il n'en reste pas moins que dans les deux